Bonsoir tout le monde, bienvenue au Théâtre du Nord. Bienvenue pour cette séance très spéciale, forcément très spéciale. Vous l'avez remarqué, nous sommes très années 90 cette année à Sérimania. J'espère que vous êtes allés voir l'exposition au Tripostal. Si ce n'est pas le cas, vraiment, allez-y avant qu'on ferme tout ça vendredi. Elle est formidable, elle a été faite par Charlotte Bloom. On va évoquer au cours de cette séance la disparition regrettable de David Lynch cette année, qui nous a tous beaucoup attristés, mais revenir joyeusement aussi sur cette série fondatrice qui est Twin Peaks, qui est apparue comme un ovni dans le paysage des séries en 1990, qui a tout changé, une série de cinéastes avec un univers ultra personnel, des décors de plasticiens, une musique obsessionnelle, des personnages improbables, une femme à la bûche, des tartes aux cerises, des mystères insondables, jusqu'à sa réapparition surprise en 2017, encore plus sidérante, avec des épisodes complètement impossibles en principe à produire dans l'univers de la télé. Le journaliste Olivier Joyard des Inrecuptibles nous a proposé, et on l'a tout de suite accepté, l'idée de cette rencontre avec des artistes pour leur demander quelle influence a eu sur leur vie personnelle et sur leur œuvre cette série Twin Peaks. On va donc pouvoir tout à l'heure accueillir l'actrice Marine Delterme, qu'on connaît très bien, actrice très populaire, mais qui se trouve avoir connu David Lynch personnellement dans sa vie, donc elle l'évoquera. Le réalisateur et scénariste Fabrice Gobert, dont Les Revenants n'étaient pas sans être sous influence, et dont on avait accueilli Mito ici. Et puis l'auteur, compositrice, interprète Calypso Valois, dont les clips aussi ont une forte trace de Twin Peaks. Ils répondront donc aux questions d'Olivier Joyard. Tout de suite après, on ne va pas faire une séance normale quand même pour Twin Peaks, on vous propose un petit moment de recueillement avant qu'ils arrivent sur scène. On va baisser les lumières, je crois. Très bonne projection. Bonjour à toutes et à tous. Comme vous l'a dit Frédéric Lavigne en introduction, on tenait à débuter ce moment dans une forme de recueillement parce qu'on est toutes et tous ici encore dans le deuil, je pense. Et on est là ce soir moins pour élaborer une grande analyse technique de l'œuvre télévisuelle de Lynch, mais plutôt pour s'en souvenir, pour lui rendre hommage alors qu'on est marqué sous le choc de sa disparition qui a eu lieu il y a un peu plus de 2 mois. C'était dans la nuit du 15 au 16 janvier à Los Angeles. Lynch allait avoir 79 ans et on se devait, dans un festival comme Sérimania, de consacrer du temps à l'œuvre séminale qu'est Twin Peaks. Parce que sans Twin Peaks, en fait, il n'y aurait peut-être pas eu de Sérimania, tout court, tout simplement. C'est-à-dire que les séries seraient peut-être restées ces objets culturels plus ou moins bien considérés, même voire méprisés. Sans Twin Peaks, il n'y aurait peut-être pas eu ces grandes séries qu'on a aimées depuis un quart de siècle. Le créateur des Sopranos, David Chase, entre autres, a revendiqué sa dette en disant aussi surréaliste et aussi spécifique qu'elle ait pu être, Twin Peaks me semblait plus proche de la vie que n'importe quelle série que je pouvais voir. On ne compte plus celles et ceux qui ont expliqué que Twin Peaks les a libérés. C'est vraiment une série qui a ouvert les yeux de plusieurs générations de créatrices et de créateurs. On peut parler de Chris Carter, qui a fait X-Files, de Matthew Weiner, le créateur de Mad Men, Damon Lindelof, celui de Lost et Leftovers et Watchmen, Donald Glover, qui a fait Atlanta, Jane Campion s'en est souvenue quand elle a fait Top of the Lake, et même une série française dont on pourrait bien peut-être parler cet après-midi. Bref, Twin Peaks, c'est 3 saisons, à la fois drôles et foncièrement tragiques, qui font appel aux terreurs primitives. Les 2 premières, comme l'a dit Frédéric, c'était en 90 et 91. Il y a eu un film ensuite, Twin Peaks Fire Walk With Me, et puis un retour incroyable qui s'appelle Twin Peaks The Return en 2017, et qui restera comme la dernière grande œuvre de David Lynch, puisqu'il n'a pas réalisé de long métrage ou de série ensuite. C'est un extraordinaire monolithe qui est venu, une fois encore, bouleverser les règles, et même chambouler la série elle-même. Cette histoire qui se passe dans une petite ville, le meurtre d'une adolescente, c'est devenu finalement le portrait d'une Amérique violente à travers le temps,
et une plongée dans l'inconscient américain, et même encore beaucoup plus que ça. Donc c'est un des objets d'art les plus fous, toutes époques confondues, qu'on ait pu voir entre cinéma et série, vraiment à la lisière des deux. Pour en parler aujourd'hui, on a fait appel à 3 personnalités très différentes, 3 points de vue singuliers sur ce monde en soi qu'est Twin Peaks. Je vais donc demander à nos invités de me rejoindre. Tout d'abord, elle a été mannequin avant de devenir actrice en débutant dans Les Nuits Fauves de Cyril Collard. Elle a été la comédienne principale de l'une des séries les plus populaires de ces 20 dernières années en France, Alice Nevers, Le juge est une femme. Et on va découvrir une autre facette de Marine Delterme. Bienvenue Marine. Elle est à la fois chanteuse, compositrice et comédienne. En plus d'être à sa manière une créature lynchienne, on appelle Calypso Valois. Et enfin, il a réalisé l'une des plus belles séries françaises, Les Revenants, mais aussi des films comme Simon Werner a disparu. Il est l'un des rares en France à avoir proposé dans le monde des séries une esthétique qui doive quelque chose à David Lynch. C'est Fabrice Gobert. Merci beaucoup à vous 3 d'être parmi nous cet après-midi. J'avais une première question un peu... On se souvient toujours des premières fois, et la première fois avec Twin Peaks, c'est souvent quelque chose. Donc j'aurais aimé savoir comment ça s'est passé pour vous. Et je me tourne vers vous, Marine, parce que je crois que vous êtes imbattable sur ce sujet. Twin Peaks, la première fois. La première fois, c'était sur le tournage de Twin Peaks. Okay. Voilà, donc j'ai eu cette chance incroyable d'être invitée par David Lynch, que j'avais croisé à Paris 8 mois avant le tournage. Et on a beaucoup parlé, on a sympathisé. Moi, j'étais déjà... Après, j'ai fait beaucoup de sculptures, mais j'étais déjà beaucoup dans la peinture et dans le dessin. Donc j'ai posé beaucoup de questions sur ses décors, sur comment il travaillait. Et aussi, c'était assez étrange, j'arrivais de New York où j'avais vécu 2 ans, où j'étais jeune, j'étais mannequin, et j'étais au moment du sida, au moment où le sida est apparu, et j'étais un peu à l'épicentre de cette épidémie, puisque c'était l'endroit où ça avait commencé aussi dans le milieu de la mode, et je voyais beaucoup de gens dépérir autour de moi, et je faisais beaucoup de cauchemars à l'époque là-dessus. Parce que pour une jeune fille, rentrer dans la sexualité avec cette maladie-là, c'était compliqué. Et donc, on avait aussi beaucoup parlé de mes rêves et de mes cauchemars. Donc, il était très intéressé par mes cauchemars, qu'il trouvait absolument atroces. Parce que la particularité de David Lynch, quand même, c'est qu'il était absolument normal, on va dire, entre guillemets. Quand on confronte ce qu'il crée, c'est quand même quelqu'un dans la vie qui était dans une bonhomie particulière. Et donc, en parlant de tout ça, à un moment, il m'a dit, écoute, viens me voir, je suis en train de tourner à Los Angeles, tu veux voir mes décors et venir, je te prends avec moi pendant 2 jours et je te mets à côté de moi. Et donc, je l'ai pris au mot, je suis venue. Et donc, j'ai passé les 2 jours avec lui sur le tournage. D'accord. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a marqué pendant cette présence sur le plateau ? Ce qui m'a marqué, c'est d'abord la bonne ambiance dans cette équipe, parce qu'en fait, comme il était très colérique, mais très gentil. C'était l'hiver, hein, c'était pendant l'hiver, donc il faisait quand même froid, Los Angeles, l'hiver aussi. Et il avait une grande chapka en fourrure avec deux oreillettes comme ça, 2 oreilles. Et le premier assistant m'a reçu tout de suite. À un moment, Lynch a été faire quelque chose. Il m'a dit, je vous préviens, David peut se mettre très en colère. Quand les oreillettes commencent à bouger, c'est pas bon signe. Restez tranquille, vous inquiétez pas, ça va passer. Et voilà, j'ai juste eu vraiment une crise de colère dans les 2 jours, mais en 2 secondes, c'était terminé. Il était très, très drôle. Parce qu'en fait, il était tellement dans son monde que les gens ne comprenaient pas, évidemment, toujours ce qu'il voulait faire. Donc il y avait une forme d'impatience parfois à dire, mais ils sont complètement crétins, quoi. Mais c'était sympathique. Calypso, je crois que David Lynch est arrivé un peu tôt dans votre vie, un peu trop tôt même, non ? Oui, alors moi, j'ai connu David Lynch d'abord par son cinéma, avant Twin Peaks. Et donc, je racontais cette anecdote à Olivier. Moi, quand j'étais enfant, à l'école primaire, j'étais dans une école Montessori un peu spéciale, et le directeur n'en faisait un peu qu'à sa tête, et il s'est dit, je vais leur montrer un film de David Lynch, Eraserhead. Donc, je sais pas, j'avais comme 7 ans, et j'étais traumatisée. Et je trouvais ça mais vraiment terrifiant, atroce, enfin tout. Donc voilà, mon premier lien avec... On peut le comprendre quand même. Après, il continuait. Donc ensuite, il nous a montré Elephant Man.
Et là, vraiment, je pense que c'était mon premier souvenir vraiment d'empathie avec un personnage de cinéma. J'ai pleuré, enfin voilà. Mais Eraserhead, je ne l'ai toujours pas revu en fait, tellement je suis traumatisée. Voilà. Et après, je suis tombée dans ces films, Blue Velvet, Lost Highway. Lost Highway, je pense qu'il est mon préféré. Et après, donc j'étais là. Maintenant, il faut que je m'attaque à Twin Peaks. Et donc voilà. Ouais. Et ça a été quoi la révélation parce qu'il y a 2 Twin Peaks, il y a les 2 premières saisons et ensuite la 3e en 2017. Ouais. Donc moi j'ai fait vraiment dans l'ordre. Et oui, et je me souviens lors de la 3e saison, moi personnellement j'ai adoré la 3e saison. Je sais j'ai notamment beaucoup d'amis qui pourtant adorent Lynch et qui avaient aimé les 2 premières saisons, qui n'arrivaient pas à rentrer dedans, qui la trouvaient trop méta, trop abrupt, enfin qui rentrait pas du tout dans le délire. Moi, j'ai plongé dedans. Enfin, ouais, non, vraiment, mais c'est vrai qu'elle est un peu différente des 2 premières. Et comme si tout à coup, il se permettait une liberté encore plus grande. Aussi probablement du fait que c'était pas pour la télévision, donc il y avait un côté probablement plus libre. Alors c'était pour la télévision, mais c'était pour une forme de télévision qui n'était pas la même que la première. Parce qu'au début c'était sur une grande chaîne hertzienne et ensuite il a fait Twin Peaks The Return pour Showtime, qui est l'équivalent de HBO, disons de Canal+. La saison 3 ? Oui. Ah ok. Mais bon, c'est vrai qu'à la voir, on se demande comment ça a pu arriver sur une chaîne de télévision, et c'est ça qui est formidable. Fabrice, est-ce que Twin Peaks serait presque à l'origine d'une vocation pour vous, ou en tout cas à participer ? Comment ça s'est passé ? Sûrement un peu. Moi, je me souviens mon premier souvenir de David Lynch, c'est Sailor et Lula au cinéma avec mon grand frère. Je dois avoir, je sais pas, 16-17, et dans la salle, c'était la première fois que je voyais ça au cinéma. Dans la salle, les gens s'écharpent pendant la fin du film, certains trouvant que c'est nul, d'autres sifflant, d'autres applaudissant. Je ne vous raconterai pas à la fin de Sailor et Lula, mais c'est vrai qu'il y a une fée qui débarque de nulle part. Enfin, il y a quelque chose de très très lynchien. Et ça ce qui m'avait vraiment marqué, c'était à la fois le film que j'avais beaucoup aimé, et puis les réactions du public aussi tranchées. Et je me disais, c'est incroyable qu'un film puisse énerver les gens à ce point-là. Et c'est vraiment à cette époque-là qu'il a fait Twin Peaks, la première saison. C'est-à-dire, c'est assez fou de se dire qu'en 2 ans, il a fait Twin Peaks et Sailor et Lula, voilà. Et j'ai pas regardé Twin Peaks à l'époque. Je crois que c'était sur la 5, oui, c'est ça, ce qui est vraiment improbable pour ceux qui sont un peu jeunes. La 5 était une chaîne qui passait des séries américaines pas formidables, quoi, comme Riptide ou je sais pas, Supercopter, et au milieu il y avait Twin Peaks. C'est aussi pour ça, enfin c'était une série qui était très difficile à accueillir pour tout le monde parce que personne n'était habitué à des séries comme ça. Donc c'était au milieu de séries hyper conventionnelles et pas forcément très passionnantes. Donc moi je l'ai pas du tout regardé à cette époque-là. Et c'est vraiment à partir du moment... D'ailleurs, je m'intéressais peu aux séries, comme la plupart des gens à cette époque-là. Je regardais beaucoup de films et je regardais tous les films de David Lynch. Mais c'est quand j'ai commencé à m'intéresser aux séries, et d'abord aux Sopranos ou à Six Feet Under, qui sont effectivement des héritières de Twin Peaks, que je me suis dit, tiens, je vais regarder Twin Peaks. Et là, oui, ça a été une immense révélation. Et mon amour des séries et mon envie de faire des séries est né de ce plaisir de spectateur, en disant, j'adorerais faire des séries comme ça. Alors, je ne pensais pas forcément à Twin Peaks, mais si on parle des Revenants tout à l'heure, on verra que je pense que ça m'a effectivement pas mal marqué. Et il y avait en tout cas d'un seul coup l'idée dans ces débuts d'année 2000 que la série devenait un endroit de récit hyper passionnant et visuel, ce qui était le moins le cas dans les séries avant. Voilà. Et puis la saison 3, The Return, je l'ai vue il n'y a pas très longtemps, en fait, je l'ai vue il y a 2 mois. Parce que je pense que j'ai commencé à la regarder quand elle est sortie en 2017, mais je pense que c'était trop proche des Revenants. Voilà, donc je sais pas, il y avait un truc qui me mettait mal à l'aise. J'étais tout sans arrêt en train de comparer, je sais pas. Et quand je l'ai vue cette saison 3, j'étais tellement enthousiaste. Je suis en train d'écrire. Je pense que c'est la saison 3, alors je comprends aussi effectivement qu'on puisse ne pas forcément adhérer à cette idée qu'on n'est pas obligé de tout comprendre et d'être dans la tête de David Lynch pour être ému, pour être intéressé par ce qui se passe, pour être touché. Mais c'est incroyablement galvanisateur pour écrire, parce qu'on a l'impression que tout est possible, qu'on peut tout écrire. Moi, c'est ça qui m'a ému, qui m'a troublé en regardant cette saison 3. J'ai vu
quelqu'un qui était en train d'aller au bout de la création de son monde de fiction, et c'était magnifique. On va revenir aux origines de Twin Peaks. En fait, on va quand même regarder des extraits. Vous allez voir des images de Twin Peaks ce soir, même pas mal. Avec d'abord un choix de Fabrice Gobert, justement, qui est, voilà, ce sont les premières minutes du pilote de Twin Peaks. On a enlevé le générique, désolé, mais sinon c'était beaucoup trop long. Allez, on va regarder ce premier extrait. Good Lord, Laura. Laura Palmer. Ouais, c'est fou, en revoyant ça, on voit que tout est déjà là, et c'est à la fois ça ressemble vaguement à une série télé policière, et en même temps c'est déjà tout autre chose. Ouais, c'est ça qui est fou, c'est pour ça que je trouvais intéressant de regarder ça, c'est que il y a plusieurs choses à dire. Mark Frost vient plutôt le scénariste vient plutôt de la télévision classique. Il a travaillé sur Hill Street Blues, je crois. Avec Steven Bochco, et qui est quand même le créateur, disons, de la série. C'est un peu intéressant de récits policières. Et donc l'association entre David Lynch et Mark Frost, je trouve qu'on la voit très bien là. C'est-à-dire qu'un début de série, c'est évidemment les 5 premières minutes, c'est tellement important, on le sait. Et donc là, il y a quelque chose de très classique, c'est que dans les 5 premières minutes, on découvre que quelqu'un est mort et on sait qu'on va devoir chercher l'assassin. Enfin, on a vu ça dans des milliers de séries, de films, etc. Donc les éléments sont posés très clairement. Après, tout le reste est étrange. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une utilisation... Là, j'ai sursauté un peu à la fin parce que l'image iconique de Laura Palmer, du cadavre de Laura Palmer entouré de ce plastique, qui est d'ailleurs une des premières images que David Lynch a eues, c'est ce qu'il raconte quand il a réfléchi à cette série avec Mark Frost, c'est cette image-là, donc une jeune femme morte, retrouvée entourée dans du plastique, noyée, etc. Enfin, l'image iconique qu'on connaît. Et là, la musique qui jusque-là est d'une musique de thriller, d'angoisse, un peu suspendue comme ça, atmosphérique. D'un seul coup, elle devient très émouvante, presque lyrique, ça devient une musique qui pourrait accompagner une romance. Et on voit que Twin Peaks ne va pas être l'histoire de mort, une histoire de mort, mais une histoire d'amour. Enfin, ça va mélanger les deux. Et c'est hyper inventif, et personne faisait ça. Enfin, je ne sais pas si des gens faisaient ça avant, mais c'était rare en série d'utiliser des codes et de les retourner et de les utiliser autrement. Et de mélanger, comme il le fait d'une manière incroyablement risquée, l'humour et des moments dramatiques. C'est-à-dire qu'on découvre un cadavre et on a un flic qui pleure dès qu'il voit des morts. C'est une idée géniale, mais ça n'emmène pas la série vers la comédie. C'est un petit pas d'écart. Et Twin Peaks fait sans arrêt des petits pas d'écart entre un récit classique déjà vu plein de fois sur une enquête policière et le burlesque, la comédie, ou le fantastique, l'inconscient, l'étrange, etc. Et ça, je trouve, c'est formidable de réussir à le montrer en 5 minutes, parce que même le début... On va arrêter d'en parler je vais en parler pendant 4 heures, mais le début ce début sur ce visage de Joanne Chen, la comédienne, mais je ne sais pas pourquoi, moi ça me captive tout de suite. Je me dis qu'elle cache un mystère, qu'il y a quelque chose d'étrange. Ils sont 3 dans cette pièce, on a l'impression on ne sait pas comment fonctionne ce trio, et il y a cette musique qui tout de suite nous embarque. Il n'y a quasiment pas de dialogue, et pourtant c'est déjà prenant. Enfin, en tout cas, moi ça me prend. Ce qui est très émouvant, c'est que le pêcheur est joué par Jack Nance, qui était justement l'acteur de Eraserhead. Donc en plus, on est dans un territoire familier. Donc voilà, je trouve que ce que montre cet extrait, et qui est vraiment fascinant, je trouve, c'est à quel point David Lynch a réussi à créer quelque chose de très familier avec les codes de la série télé, et en même temps de complètement étrange et singulier et personnel. Parce qu'il jouait aussi avec les codes du soap opéra. Il y a des soap opéras des années 60 comme Peyton Place, dont il s'est inspiré, ainsi que Mark Frost. Et puis ce qui m'a frappé aussi, c'est qu'en le revoyant, ça tient. C'est-à-dire, moi j'ai dû le revoir, je sais pas, beaucoup de fois, en tout cas.
ce début de Twin Peaks. Et même les larmes là dont vous parliez, Fabrice, là je les prends très au sérieux maintenant. Là, pour moi, c'est vraiment ça annonce toute la tragédie que sera Twin Peaks d'une façon encore plus explicite dans sa dernière saison. Je ne sais pas, Marine ou Calypso, en voyant ça comme ça ou en revoyant, qu'est-ce que ça a produit en vous? Est-ce que vous avez un petit truc à dire sur cette... La musique, mais je pense qu'on va en parler plus tard avec oui. justement l'extrait, un autre extrait. C'est exactement, tu as tout dit. Et il y a aussi déjà ces prémices de ce que fait Lynch, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de psychologie chez Lynch et que comme il exprime la psyché humaine, il essaye d'explorer la psyché humaine en passant parfois, et là on est dans le réalisme assez fort pour l'instant, en passant par les rêves. C'est extraordinaire et ça pousse d'ailleurs les acteurs dans des états émotionnels assez forts chez Lynch. On verra ça après dans la série. Mais il essaye de raconter quelque chose en passant par cette porte-là, quoi. Il est unique en son genre là-dessus. Et dans un rêve, une femme peut rentrer dans une pièce quand on rêve, et puis elle se retourne et c'est votre mère, et puis après elle parle, et puis c'est votre frère. Enfin, donc il y a des glissements de terrain comme ça, il y a des glissements chez Lynch progressifs de sens et d'identité aussi parfois qui sont fulgurants et qui imposent aux acteurs. On le voit déjà un petit peu, mais beaucoup d'émotions, beaucoup de sens, sans vraiment de sens, mais le sens est caché, et c'est ça qui va nous amener d'une autre manière. Cognitivement, nos cerveaux fonctionnent différemment quand on voit un film de Lynch. Et puis il y a aussi la beauté de cette femme, parce que Lynch avait filmé les femmes, comme dans Blue Velvet, comme Isabella Rossellini. Je veux dire, elles sont d'une beauté inouïe, quoi. Donc il y a un sens esthétique déjà mélangé au non esthétique, puisque dans ce début, il y a à la fois la beauté de ce plan de cette femme, on est dans un autre film. Et puis on revient à une forme de réalisme. Donc il jongle déjà, même dans la forme, avec plusieurs formes, justement, je trouve. D'ailleurs, on va voir un autre extrait, parce que ce pilote, il dure, je crois, 1h20, 25. C'est vraiment un petit film, d'une certaine façon. En tous les cas, c'est déjà un objet hybride, quoi. Twin Peaks D, c'était quand même il y a 35 ans. C'est-à-dire il y a très très longtemps, à une époque où les séparations entre... le grand cinéma et la petite série étaient quand même... Lui, il est venu dire, mais moi, je n'ai rien à faire de tout ça. Et je vais vous montrer ce que je suis capable de réaliser. Marine, vous avez choisi un extrait de ce même pilote qu'on va regarder tout de suite. Et on va pouvoir continuer à discuter de la façon dont Lynch filme cette intensité des émotions. I'm telling you, there were things she was involved with. Things she let herself get pulled into. Things she thought you'd hate her for. She said there are things about me. She said even Donna doesn't know me. I know her. I know her better than she thought I did. Donna? She said something about a guy getting killed. Who? She didn't say, but she said Bobby told her that he killed this guy. Oh my God. Ça mérite des applaudissements parce que c'est quand même incroyable. Enfin, en 2 mots, pour ceux qui n'ont pas vu, c'est ce jeune homme et l'amoureux caché de Laura Palmer, la morte, celle qui vient de décéder. Donc en fait, il est dans une sale situation puisque l'amoureux officiel parle, enfin voilà, à son alibi, et lui, il l'a vu et il n'a pas d'alibi, et donc il convoque dans un rendez-vous secret qu'il met lui-même en scène, quasiment avec le fait d'être dans le noir, dans cette moto qui est un élément important de l'enquête, et de mettre les phares allumés, il s'auto-éclaire. Enfin, il y a déjà une mise en scène assez étonnante et sublime dans la lumière, et il convoque la meilleure amie de Laura Palmer pour faire un rendez-vous secret et parler, et dire voilà, je suis dans la merde, j'ai pas d'alibi, je l'ai vu, c'est moi qui l'ai vu la dernière fois, etc. Elle m'a confié en plus tout ce qui est raconté. Donc, et en fait, pour une actrice, si un metteur en scène dire, alors aujourd'hui on a une scène, c'est assez simple, c'est d'abord une sorte de conciliabule pour savoir comment voilà, les 2 héros vont s'en sortir, mais à la fin vous embrassez très passionnément. C'est quand même un twist de jeu et de sens qui est complètement fou. Alors on peut parler de la triangulation du désir cher à René Girard, c'est-à-dire quand une personne aime une autre personne, l'amie de la première va tomber amoureuse de celle qui est désirée, mais là c'est quand même magistral. Et donc les acteurs se lancent dans cette performance, quoi, et tout est, et en plus on se pose même pas de questions, il y a une telle intensité dans le jeu des acteurs que tout est compris. Et puis elle, le fait de la positionner, je trouve un peu au-dessus de lui, comme une sorte de puissance qu'elle a sur lui. C'est lui qui est fragile, par la situation.
est assez étonnant aussi, quoi. Enfin, tout est étonnant, la musique est étonnante, on revient un peu dans des choses de sentimentales à un moment donné. Et même quand elle dit « j'entends les sirènes », moi je les entends après. Donc en fait, ils jouent toujours avec quelque chose, on ne sait plus ce qui c'est dans leur tête, s'ils ont rêvé. Enfin, voilà, cette chose on est comme dans un rêve, et dans un rêve, tout peut arriver. Voilà, tout peut arriver, mais pour les acteurs, je trouve que ça devait être très exigeant à jouer, et formidable quand c'est réussi. Et puis d'une certaine façon, la mise en scène dit autre chose que le scénario. C'est-à-dire que la scène en elle-même, ce qui est dit, est relativement banal. En tous les cas, on fait avancer l'enquête. Enfin voilà, en gros, j'ai pas d'alibi, qu'est-ce que je vais faire? Il faut qu'on cache. Et la mise en scène, elle est fixée comme ça sur ces deux visages, cerclés de noir en fait. Oui, ce qui est assez rare aussi en télévision, surtout à l'époque aussi, d'avoir si peu d'images à regarder en fait. C'est un peu gonflé de les mettre quasiment dans l'obscurité, d'avoir juste leur visage. Mais après, les plans sont vraiment magnifiques. Il y a 2 plans pendant, je ne sais pas combien de temps dure la séquence, plusieurs minutes, mais il n'y a pas 1000 plans, il y en a 2, c'est sur les visages des comédiens. Et effectivement, Olivier, c'est ce que tu dis, c'est un récit, ça pourrait... Plusieurs fois, je me suis dit ça en regardant le pilote. Il y a des scènes où tourné par quelqu'un d'autre, ça pourrait vraiment pas être terrible, quoi. Enfin, c'est-à-dire que la beauté de Twin Peaks ne vient pas que du scénario. Et en même temps, le scénario nous permet de tenir l'histoire, et on a besoin d'avoir ce récit. Il est hyper important, ce récit. Mais effectivement, ça devient une histoire d'amour, enfin une scène d'amour, alors que c'était une scène qui aurait pu être une scène destinée à donner des infos. Et c'est vrai que la musique qui surgit au moment où elle s'embrasse, et qui est la musique presque, c'est le thème de Laura, je crois. Enfin, c'est la musique qu'on entendait tout à l'heure au tout début. C'est magnifique parce que l'oreille se dit, ah oui, et Laura, qu'est-ce qu'on en fait, quoi, à ce moment-là? Vous vous embrassez, super, mais votre copine, elle est morte. Bref, il y a une façon de jouer avec les sens du spectateur qui est assez incroyable à chaque fois. Oui, et là d'ailleurs, on le voit bien dans cette scène. En fait, dans ce thème de Laura Palmer, il y a vraiment un basculement harmonique, ce que tu disais tout à l'heure, le début qui est très angoissant avec les nappes de synthé, etc. Et tout à coup, ça part dans un thème, comme on disait souvent au cinéma, un thème romantique, émotionnel, voilà, presque un peu cheesy, mais pourtant qui nous touche. Et là, on voit que dans cette scène, il y a au moins 3 fois le basculement, les nappes, et vraiment qui suivent en fait ce qui se disent et ce qui se joue dans la scène. Et il y a même un moment où la phase un peu dark, elle est très très courte, elle accompagne ce que lui dit, et tout à coup ça repart dans le thème romantique. Enfin, c'est ouais. C'est le baiser de la mort. Il y a beaucoup d'érotisme aussi chez Lynch. Ouais. Mais c'est un érotisme qui surgit comme ça, qui est très fort, je trouve. Comme dans Blue Velvet, alors là où il y a carrément... il va très loin, quoi. Surtout que là, on est dans le cadre, dans cette saison-là, d'un show grand public, enfin d'une série grand public qui ne peut pas. Enfin, la nudité est interdite. Il y a beaucoup de choses qui sont interdites, donc on voit qu'ils jouent avec ça. Mais cet extrait, pour terminer d'en parler, m'a fait penser à une phrase d'un auteur et dramaturge qui s'appelle Patty Chayefsky dans les années 60-70 américain, qui disait: la télé, c'est le paysage du gros plan. Enfin, donc là, j'ai le sentiment. On a toujours dit Lynch a fait du cinéma à la télé, etc. En fait, il s'est complètement adapté aussi. Exactement, et c'est pour ça que la série a été très grand public. Je sais pas si... Enfin, je pense qu'au final, il en était content, mais pendant longtemps, il était connu pour Twin Peaks, alors qu'il faisait des films qui étaient vraiment incroyables, et qui, je pense qu'il estimait tout autant que... J'ai l'impression que Twin Peaks, il s'est un peu pris au jeu au fur et à mesure. Je ne sais pas si, quand il a commencé à écrire Twin Peaks, il s'est dit qu'il allait faire 3 saisons, un film, et dans l'impression qu'il s'est presque un peu pris au jeu. Mais au début, effectivement, il respecte vachement les codes, ce qui n'est pas du tout le cas dans la saison 3, où là, pour le coup, il fait souvent du cinéma. Mais parce que maintenant la série a évolué et que la façon de regarder la série a évolué, on peut plus facilement faire des plans très larges, des plans en séquence, des plans très longs, etc. À l'époque, effectivement, il révolutionne la télévision d'une manière ultra subtile, parce que vraiment, il utilise les mêmes codes que les autres, mais différemment. Et c'est intéressant. Enfin, pour préparer tout ça, j'ai regardé des épisodes de la saison 2 que je connais moins. Ouais. Et c'est juste incroyable dans un épisode que j'ai pris au hasard, qui n'est pas réalisé par David Lynch. La saison 2 n'est pas vraiment écrite par David Lynch, etc. Il était moins présent. Voilà, il était moins présent. Et vraiment, l'utilisation de la musique, l'utilisation des plans, le jeu des acteurs est extrêmement différent. Enfin, en tout cas, dans l'épisode que j'ai regardé, ça ne marche pas, quoi. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a vraiment... Enfin, j'ai trouvé que l'épisode était pas bien, quoi. Et que, pour le coup, les scènes de récit étaient vraiment des scènes de récit, que la musique soulignait les émotions, et c'était les mêmes thèmes d'Angelo Badalamenti, mais là,
pas utilisé au bon endroit, enfin en tout cas pas de la même manière que ce que fait David Lynch, c'était très caricatural. Et les acteurs, je trouvais qu'ils jouaient vraiment différemment et qu'ils faisaient le minimum. C'était pas très drôle, ou alors c'était très exagéré. Enfin, il n'y avait pas cette espèce d'inventivité qu'il y a dans la mise en scène de David Lynch, qui a l'air parfois assez simple sur Twin Peaks, un peu épuré, mais qui est extrêmement précise et inventive. C'est pour ça qu'on n'a pas choisi l'extrait de la saison 2 ce soir. Mais elle n'est pas si mal, hein, quand même. Non, il y a des très bons épisodes. Ouais. Il y a des très bons épisodes, ce fait par David Lynch surtout, mais c'est vrai que le 7e est très beau, le 7e est magnifique, mais voilà, cet épisode-là, en tout cas, ça m'a frappé de voir à quel point, après c'est évident, mais à quel point c'était la série de David Lynch, et dès qu'il n'était pas là, ça marchait moins bien, quoi. Ouais. D'ailleurs, on va voir maintenant, on va sauter la 2e saison carrément, parce qu'on va passer un extrait que vous avez choisi, Calypso, enfin 2 extraits qu'on a accolés autour d'un personnage qui s'appelle Audrey et qui aime bien danser et qu'on voit danser au début et à la fin de la série. Et ça produit quelque chose. God, I love this music. Isn't it too dreamy? Get me out of here! What? Calypso, pourquoi ce choix? Ouais, alors déjà, j'adore ce thème, déjà juste musicalement. J'adore, et très souvent les choix musicaux, enfin, on pourra en reparler après, mais les choix musicaux de Lynch sont extrêmement précis. Il est lui-même musicien, et souvent il choisit enfin, dans les musiques qu'il choisit ou que Badalamenti compose pour lui, avec lui, enfin, où ils ont vraiment un rapport très comme un binôme vraiment très fort. Et il y a souvent une étrangeté, quelque chose de très particulier. Là, on l'entend dans ce morceau, au niveau des harmoniques, au niveau des sons. Et je trouve ça extrêmement intéressant qu'il l'utilise pour cette scène qui est quand même, enfin, on parle dans la première saison, assez sensuelle, de Audrey qui danse. Et le fait de l'étrangeté de cette musique, ça décale un peu le propos et ça rejoint ce que tu disais, en fait, qu'on est toujours sur une ligne un peu de... S'il y avait une musique, par exemple, beaucoup plus sexy, on serait tout de suite dans un premier degré. Et là, ça décale complètement le propos. Mais en même temps, il y a une telle sensualité qui se dégage de la comédienne, de sa façon de danser, et qui fait qu'on ne sait pas où on est. On n'est pas en tout cas, on est dans un degré particulier. Et après, ce qui est formidable, c'est qu'il le reprend donc dans la saison 3. Donc déjà, la mise en abîme, la personne qui présente ce qui va suivre, la présente comme Audrey's Dance. Donc, comme s'il s'adresse aux spectateurs, parce que dans la première saison, la danse ne s'appelle pas encore comme ça, elle s'est appelée comme ça, en fait, sur la bande originale de la première saison. Et là, on passe encore une étape où Audrey fait une danse encore plus étrange. Enfin, là, pour moi, on rejoint ce qu'on disait tout à l'heure de la 3e saison qui est encore plus méta, encore plus expérimentale. Et moi, j'adore aussi le fait qu'on retrouve tous ces personnages de la première saison dans la 3e saison, 20 ou 25 ans plus tard, tu disais ? 25 ans à peu près, oui. Et qui donne une certaine comme réalité à ces personnages qui sont dans cet univers complètement irréel. Voilà, pardon, il y a tellement de choses à dire, je pars un peu dans tous les sens. Non, mais c'est la réalité du temps qui... Marine voulait dire quelque chose. Ouais, non, mais je trouve ça magique. Je connaissais pas. C'est vrai que quand elle danse la première fois, il y a quelque chose dans la musique qui amène un élément extrêmement dangereux, d'angoisse quasi. Il fait ça en quelques secondes, c'est hallucinant. Et après, quand elle est 25 ans ou 30 ans plus tard et qu'elle danse, ce qui est beau, enfin, c'est pour ça que l'amour de Twin Peaks pour les femmes est incroyable, parce que cette femme a son âge, un certain âge, elle a vieilli, mais quand elle se met à redanser, elle est quasi encore plus belle que quand elle était jeune. Enfin, il y a la sensualité qui réapparaît dans un corps un petit peu, voilà, qui a vieilli, et cette jeunesse, cette sensualité ressort comme ça, comme par magie. Enfin, et il prend le temps aussi. C'est comme Tarkovsky, c'est des cinéastes qui, à un moment, prennent tellement le temps, rallongent le temps, et comme dans les rêves, on ne sait plus si ça a duré 1 seconde ou 1 minute. Voilà, il nous hypnotise, il nous amène vers quelque chose d'hypnotique, je trouve.
Oui, puis c'est marrant parce que c'est le thème d'Audrey qu'on a déjà entendu c'est souvent quand Audrey, la première fois qu'on voit Audrey dans la série, il y a ce thème qui vient. Et là, c'est la musique, je ne sais plus exactement comment commence la scène, mais c'est une musique qui d'un seul coup devient diégétique, c'est-à-dire qu'elle est jouée dans le... Dans la saison 1, c'est dans le jukebox, je crois. Ouais. Elle le met dans le jukebox, mais c'est aussi un thème qu'on écoute par ailleurs. Et d'un seul coup, c'est comme si le thème était une musique que les personnages écoutaient. Donc il y a un côté effectivement un peu méta là-dedans. Et puis c'est marrant de voir la différence. Effectivement, c'est pas du tout la même réalisation. Il y a quelque chose de beaucoup plus sobre peut-être dans la saison 1, mais et beaucoup plus stylisé, beaucoup plus cinématographique, enfin beaucoup plus spectaculaire. Et la saison 1, moi, elle me touche aussi par sa simplicité souvent. Et c'est pareil, c'est ce que tu disais, Marine, tout à l'heure, c'est un peu casse-gueule ce genre de scène à jouer, à faire jouer et à vendre à des comédiennes en disant voilà, là tu vas te lever puis tu vas faire une petite danse. C'est absurde, mais je pense qu'il pense tellement que c'est ça qu'il faut faire qu'il arrive à convaincre les comédiens que c'est vraiment la seule chose à faire à ce moment-là, c'est de se lever et danser toute seule au milieu du diner. Et ça marche très bien et c'est très émouvant et c'est jamais ridicule, alors que ça pourrait être de temps en temps, sur le papier ça pourrait l'être et ça l'est jamais. C'est toujours, il va vers la grâce à chaque fois. Et dans cette troisième saison, donc le deuxième extrait qu'on a vu, il y a quand même le poids du temps dont tu faisais mention, Marine, qui est presque devient le sujet de la série d'un certain point de vue, en tous les cas, et même encore plus aujourd'hui, quand on voit cette troisième saison, c'est presque un mausolée. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'actrices et d'acteurs qui sont décédés, soit au moment du tournage, soit un peu après. Maintenant, David Lynch qui joue lui-même un rôle dans cette troisième saison. Enfin, les acteurs, j'avais noté leur liste parce qu'il y a quand même Catherine Coulson, la femme à la bûche, Miguel Ferrer, Julie Cruz qui chante, Harry Dean Stanton, Robert Foster, Peggy Lipton, Warren Frost. Donc tous ces gens, en fait, il les a filmés pour la dernière fois dans cette troisième saison. C'est souvent à ça que je pense en voyant ces épisodes-là. C'est vraiment... et comme ça reste en plus... qu'on le veuille ou non, son testament esthétique, en tous les cas, c'est la dernière grande chose qu'il ait faite, qui nous est offert. Ça renforce ce sentiment. Parce que Inland Empire, c'était après ? C'était en 2007, Inland Empire, son dernier long métrage. Mais notamment la dernière séquence de la Catherine Coulson, de la femme à la bûche, elle est absolument bouleversante. Enfin, mais vraiment, dans la saison 3, je vous engage vraiment à essayer de rentrer dans la saison 3, parce que par moments, elle est un peu aride, et surtout les premiers épisodes, mais il y a des séquences qui sont bouleversantes. Oui, tout à fait. On va continuer, Calypso, sur cette idée de la musique, parce que on a choisi ensemble cet extrait que les fans de Lynch ont vu. Bon, désolé, mais peut-être vous ne l'avez pas vu. Il circule beaucoup, c'est Angelo Badalamenti qui raconte devant son clavier comment il a composé le thème de Twin Peaks. Regardons ça ensemble et on en parle juste après. This is the keyboard that all the major themes were created for Twin Peaks. It's an old Fender Rhodes and kind of beat up. And David would sit right over here, right to the right of me, and we would put a little cassette just about over here on this keyboard, just keep it in record and just keep it playing. David would sit here and I'd say, well, what do you see, David? Just talk to me. And David would say, okay, Angelo, we're in a dark woods now, and there's a soft wind blowing through some sycamore trees, and there's a moon out, and there's some animal sounds in the background, and you can hear the hoot of an owl, and you're in the dark woods. You know, just get me into that beautiful darkness with the soft wind. And I started playing. Would say, Angelo, that's great. I love that. That's a good mood. But can you play it slower? And I'd say, slower, David? Okay. And I'd go. He says, that's it. That's a good tempo. Just keep it going slow like that. Just keep that going for a while. And in David's mind, you can just see that he was visualizing the description that he envisioned.
then he would say, okay, Angelo, now we got to make a change, because from behind a tree in the back of the woods, there's this very lonely girl. Her name is Laura Palmer, and it's very sad, but get something that matches her. And I just segued into this. And he'd say, oh, that's it. It's very beautiful. I could see her. And she's walking towards the camera, and she's coming closer. Just keep building it. Just keep building it. And she's getting close. Now reach some kind of climax. And I would go, and he said, oh, that's it. Oh, that's so beautiful. Angelo. Oh, that's tearing my heart out. I love that. Just keep that going. Now she's starting to leave. So fall down. Keep falling. Keep falling. Keep falling. Now go back into the dark woods. That's it. Keep going. Just keep it going. Very quiet and mysterious. David got up, he gave me a big hug. He said, Angelo, that's Twin Peaks. I said, okay, David, I'll go home and I'll work on it. He said, Angelo, don't do a thing and don't change a signal note. I see Twin Peaks. And that's how it was done. Calypso, quand on fait de la musique, c'est une référence de voir ça ou C'est simple en fait, hein, de composer de la musique, ça va. C'est magnifique, et aussi, enfin, il faut dire que eux avaient quand même un lien. Alors, apparemment, Lynch disait de Badalamenti que c'était son alter ego, que c'était un génie, enfin, que vraiment il avait son binôme, et ils ont énormément travaillé ensemble. Ils se sont rencontrés sur Blue Velvet. À la base, Badalamenti venait juste pour faire répéter Isabella Rossini, enfin, être son répétiteur, et ça a tellement matché qu'il est devenu, je crois, superviseur de la musique, et depuis, ils ont fait tellement de choses ensemble, et notamment pour Twin Peaks, je crois que Badalamenti avait composé mais des tonnes et des tonnes et des tonnes de choses. Et après, voilà, ils ont gardé. Ils ont bien sûr pas tout gardé, mais c'est vraiment. Enfin, je sais plus, j'avais entendu un chiffre, mais ça me semblait énorme. Et oui, et c'est très intéressant parce qu'en fait, on en parlait hier avec Fabrice. C'est même si Lynch était musicien, là en l'occurrence, il lui parle comme un réalisateur qui parle à son compositeur. Mais comment on communique, dans le sens où nous, musiciens, on est généralement habitués à travailler avec des musiciens, donc on parle la même langue, et comment tout à coup, quand on travaille avec un réalisateur, on arrive à communiquer, et comment le réalisateur nous communique ce qu'il veut alors qu'il n'est pas musicien. Et donc là, en l'occurrence, on voit que Lynch, comme tu disais, il n'est pas dans la psychologie, il dit pas « je veux qu'on soit ému », parce que parfois les réalisateurs peuvent dire ça, là j'aimerais que ce soit assez lumineux, ou qu'on soit ému, qu'on soit dans la nostalgie. Là, non, il est dans l'action, dans la description de la scène, il se passe ça, et plus dans une atmosphère. Qu'est-ce qui se passe? Quelles sont les actions? Il lui décrit, elle s'approche de la caméra, et comme si le compositeur, il doit un peu en temps réel traduire en fait en musique. On est un peu des traducteurs en fait, je trouve. Quand on travaille avec des réalisateurs, on doit traduire ce qu'ils nous demandent dans notre langage, qui est la musique. Mais en plus, je ne sais pas si cet extrait, il est avant le... Je l'avais déjà vu, mais je me suis posé la question, avant le tournage de Twin Peaks, même parce que j'ai l'impression que le Twin Peaks n'existe pas encore, ou peut-être doit être sous forme de scénario, et qu'il lui décrit des images qui n'existent pas encore, qu'il n'a pas tourné. Il convoque des images. C'est presque comme il convoque des images quand il finit en disant je vois Twin Peaks. Je pense qu'à ce moment-là, c'est ce que je me raconte, mais je ne sais pas, qu'il était en train d'écrire, de réfléchir à cette série, et je trouve ça assez fascinant de
se dire que à quel point la musique, ça marche dans les deux sens, c'est-à-dire la musique, elle crée l'atmosphère de Twin Peaks, et inversement, je pense que les images peuvent aussi transformer la musique, c'est des allers-retours permanents. Mais ce que je trouve, je te rejoins dans l'idée que c'est pas toujours très simple de travailler avec des compositeurs, surtout quand on parle. Effectivement, on peut pas avoir de relations techniques. Enfin, même si là, il lui dit, je pense qu'il faut que tu ailles un peu moins vite. Je trouve ça intéressant de se dire, il cherche le rythme de Twin Peaks, pas forcément du thème. Et après, je trouve que c'est... moi, j'aime bien, en tout cas, essayer de travailler comme ça avec des... J'ai eu la chance de travailler avec des compositeurs qui ont composé la musique avant le tournage. Et sur la base des scénarios, de ce que je pouvais donner comme référence visuelle, etc. Et c'est incroyable comme en tournage, ça porte d'avoir la musique. Et souvent, moi, j'écoutais la musique qui avait été composée. Moi, je parle spécifiquement des Revenants, avec un groupe qui s'appelle Mogwai. Et on mettait la musique sur le plateau. Et d'un seul coup, pendant les scènes, même parfois, le rythme, tout le monde le trouvait en fait à ce moment-là. Et la musique, c'est une série extrêmement musicale, Twin Peaks. Je crois qu'il travaillait en musique, David Lynch aussi. Il y a Ouais. des musiques qu'il mettait sur le plateau. Et puis surtout, c'est un réalisateur qui considère le son comme l'égal de l'image, ce qui n'est pas finalement si évident. Enfin, vraiment, Godard, c'était son grand truc, par exemple. Je pense qu'il y a vraiment un travail sonore au-delà de la musique dans Twin Peaks qui est équivalent à celui de ses films, quoi. Je sais pas si... Ouais, et ben, ce Eraserhead qui t'a traumatisé, je pense qu'il a, je sais plus, il a mis 5 ans, 6 ans à faire le son. Enfin, c'était un obsessionnel du son et donc de la musique. Mais encore une fois, ce qui est vraiment très beau dans cet extrait-là, c'est la collaboration. Enfin, ce que tu disais, la collaboration entre les deux et la façon dont, ensemble, ils créent quelque chose. Et je pense que David Lynch avait aussi cette capacité à tirer le meilleur des gens avec lesquels il travaillait, que ce soit les comédiens ou les techniciens, et les emmener dans son univers, mais en bénéficiant beaucoup de leur apport et de leur inventivité. Et c'était aussi ça sa force. C'était quelqu'un qui travaillait, qui était très entouré, en fait, qui savait très bien s'entourer. On va entrer dans la dernière partie de cette discussion sur la question de l'influence, parce qu'en fait, on dit quasiment que le monde est devenu lynchien, en tout cas le monde des artistes. On a vu lors de sa mort le nombre de personnes qui lui ont rendu hommage venant de tous les horizons. Fabrice, je m'adresse à vous, puisque vous avez mentionné Les Revenants, qui a été à l'échelle française une vraie révélation. C'était il y a à peu près une quinzaine d'années. Et on va d'abord voir un petit extrait du début des Revenants et discuter un petit peu de cette idée de qu'est-ce que c'est être lynchien ou influencé, en tous les cas. Tenez Camille. Vous répondrez aux questions de manière synthétique. Et pour mardi... Mardi ? C'est pas possible, on a dit un contrôle de maths. Eh ben, fallait vous y prendre plus tôt. Hein. Alors, qu'est-ce que ça serait être lynchienne aujourd'hui ?
Alors c'est marrant parce que moi c'est vrai que c'est pas forcément quand le clip a été fini la première référence qui m'est venue. Moi je voyais plus Dario Argento avec les split screen, Fassbinder avec la chromie, etc. Mais effectivement il y a un côté, je pense déjà un peu cette atmosphère un peu feutrée, un peu bizarre. Tous les personnages, moi incluse, qui sont un peu bizarres, qui sont des personnages, qui sont particuliers. On comprend pas exactement ce qu'ils veulent, ce qu'ils font, ce qui donc oui, je vois. C'est vrai que parmi mes clips, c'est le plus. Après, donc le clip a été réalisé par Nicolas Mehdi, qui est un réalisateur que j'adore. Je suis un peu obsédée par son travail. Mais oui, pour revenir, en fait, moi j'ai une façon d'aborder les clips et les visuels en général assez particulière. Je suis assez obsessionnelle avec l'image et j'ai pas mal de collègues musiciens, enfin chanteurs, chanteuses, qui eux sont plus, enfin ils abordent un peu tous les visuels comme la partie un peu un objet promotionnel ou alors que moi, par exemple, chaque clip, je vois l'opportunité de faire un petit film et c'est vrai que quand j'ai commencé, en fait, le premier clip que je n'ai pas fait moi-même avec mon ancien groupe, on faisait tout nous-mêmes, voilà. On va dire le premier clip, vrai clip, c'est Christophe Honoré qui l'avait réalisé. Mais en fait, ça s'était fait un peu par hasard parce que mon label n'arrêtait pas de me proposer des personnes qui font des clips et ça me parlait jamais, en fait. Ils m'envoyaient plein d'images, là, ouais, je sais pas, beaucoup aussi de personnes qui font de la publicité, ça me parlait pas. Et au bout d'un moment, ils m'ont dit, bon, avec qui tu aimerais travailler ? Et j'ai dit Yann Gonzalez. Et j'en viens à lui parce que je pense que... Qui a réalisé Un couteau dans le cœur, notamment. C'est ça. Et je pense que lui aussi, même j'en ai jamais parlé avec lui, mais j'imagine qu'il est aussi influencé par Lynch, comme un peu toute cette scène. Bertrand Mandico, qui a réalisé un autre de mes clips. Enfin voilà, donc ça s'est un peu fait par hasard que le premier clip, je l'ai fait avec donc, un réalisateur de cinéma et non pas un clipper, comme on dit. Et après, en fait, ça s'est un peu fait naturellement. Pareil, deuxième clip, même chose. Et... au bout d'un moment, c'est moi qui ai dit « J'aimerais trop travailler avec Bertrand Mandico ». J'ai cherché son mail sur Internet. Je lui ai envoyé un mail. Il n'a jamais répondu. Ce n'était pas le bon mail. C'était un mail qui date, je pense, de 1997. Et bref, et en fait, on a un ami en commun qui nous a mis en lien et on a fait un clip ensemble. Mais donc vraiment, moi aussi, j'ai une façon de travailler. Par exemple, dès que je vois un film qui me plaît, je fais plein de captures d'écran de tous les plans, de toutes les scènes qui me plaisent. Et Lynch, j'ai un dossier géant dans mon ordinateur miné de screenshots de ces films, de Twin Peaks. Et en fait, je pense qu'un peu naturellement, les cinéastes dont j'aime le travail et vers qui je vais aller et à qui j'ai proposé de collaborer, je pense, sont influencés par Lynch. Ouais. Donc on se reconnaît un peu entre Lynchien et Lynchienne. Il y a un truc. Je pense qu'on peut dire ça. Ouais, mais on voit que la liste est longue, hein, des gens qui sont inspirés par Lynch. Enfin, c'est vrai qu'il y en a beaucoup dans tous les sens. Et c'est marrant, je pense que Lynch aussi, à l'époque où il fait Twin Peaks et Sailor et Lula en 2-3 ans, en même temps, il fait des pubs et des clips. Il fait le clip de Chris Isaak. Enfin, il adorait multiplier les expériences. Il adorait tourner, en fait, et faire tenter des choses, quoi. Je crois qu'il a fait un clip pour Michael Jackson aussi. Ah bon, d'accord. On va devoir quasiment conclure. On a encore quelques extraits à montrer. On va montrer un seul. Et après, Marine, j'aimerais bien qu'on parle un peu de ce voisinage étrange avec David Lynch, quand même. On va mettre que la première partie de l'extrait, c'est-à-dire la partie documentaire. C'est un documentaire que j'ai trouvé réalisé par Jason S., c'est un pseudonyme, et qui montre le travail de David Lynch sur la 3e saison. Voilà, je pense que c'est important de comprendre aussi sa méthode de travail et de lui rendre hommage à travers cet extrait. Okay, it's going to be done in pieces. I gotta work things out with Laura and Kyle, but we can go shoot Kyle waking up. You want to get the room? I've seen the room. Are you in? My mind's on it, yeah. I hope it matches. It does. Matches perfectly. He's going to be laying on his side, sort of sleeping. He's going to roll over and look up at the ceiling. He's going to look around, not see Diane. He's going to call out, no answer. He's going to sit up, discover the note on the bedside table, and read it, and think about it, and then we cut. Okay, let me rehearse with Kale.
and then we'll shoot this. Okay, so Kyle has come in, and you're over there where the note is, Kale. Yep. Was. I come in at. We're over her when she comes in, and we're over Kyle when she comes in. Let's say you walk in, and Kale, you come to right about here, and you come in, Tidbit, behind. Okay. And you close the door, and before you even close the door, you turn on the light. This one or this one? That one, the switch. Oh, the switch. And since she turns off the light, she comes over, and we may just follow her. You know, we might just come across with her, and we come across with her into a tight 2-shot. Okay, and then. We're right in here. Get close. And you come in and you say, Diane. And then you put your hand on her waist. And then you lean into each other and kiss. And you kiss hot. Okay. This is very strange, isn't it? This thing Blue Velvet 25 years later, and it's a very strange thing. Very. Yeah. Oh my God! I know. Oh my God. Okay. Isabella, That's good. what are you doing here? Okay, so then the next thing would be Kale leaning against the headboard. Sitting up, no shirt. Tidbit riding Dale Cooper up your back, just your back, kissing. Then Kale's right hand on a bare breast, kissing, and Tidbit pulls away, and you see those black and white fingernails going up Kale's shoulders to his neck and his head, and working his head as you guys are going. Just sort of working his head with the fingernails and fingers. And you're just letting her do this. And even though it's a little strange, it's in rhythm with you guys. And then you see Tidbit's head go back, and you're crying. And that's the end. Donc il appelle Kyle MacLachlan Kale, ça vient d'une productrice des années 90 sur Dune qui avait raflé son prénom un peu comme ça. Et Tidbit, c'est ma petite chose, ma petite friandise. Il appelle Laura Dern comme ça parce qu'elle avait 17 ans sur le tournage de Blue Velvet quand ils se sont rencontrés. Donc on voit quand même le vrai sujet, je trouve, de la 3e saison de Twin Peaks, qui est l'éternel retour, quoi. Enfin, quelque chose du temps passé. Qu'est-ce que ça vous inspire de voir ces images, Marine ? Moi, mon mari, qui est cinéaste, a eu la chance de faire un film avec Laura Dern il y a 3 ans, et donc ils ont beaucoup parlé de David Lynch, et elle a un rapport familial. Elle avait un rapport familial avec lui, et c'est très émouvant parce que Tidbit, voilà, ça c'est le nom qu'il lui avait donné, et d'ailleurs dans Sailor et Lula, c'est sa maman qui joue aussi un rôle dans le film, donc il y a une histoire un peu quasi familiale, et elle avait raconté à mon mari que quand, ça c'est une petite parenthèse, mais c'est intéressant, parce que quand Spielberg a proposé à David Lynch de jouer John Ford dans son film Fableman, David Lynch, qui sortait plus de sa maison depuis quelques années parce qu'il était malade, il avait un emphysème, il avait beaucoup fumé dans sa vie, il avait des problèmes pulmonaires. Et on le voit d'ailleurs là. Voilà. Et après le Covid, il avait très peur de tomber malade et il se protégeait beaucoup. Donc il avait dit hors de question que j'aille tourner. En plus, j'ai pas envie. Et donc Spielberg avait demandé à Laura Dern de dire tu vas le convaincre. Donc elle avait réussi à le convaincre, mais il l'avait fait par amour pour elle. Et il avait dit je le fais si tu viens avec moi. Et donc elle était sur le plateau et ils avaient un rapport extraordinaire. Et encore plus drôle, tout le monde connaît le fameux
Island Empire, quand il va, comme il n'a pas les moyens de faire une campagne pour les Oscars parce que c'est très cher et qu'il n'y a pas le budget derrière, il prend une vache, il va sur Hollywood Boulevard juste en bas où nous on habitait, donc de Outpost, et il se met toute la journée là en disant Laura Dern est la plus grande actrice du monde, il faut voter pour elle, il a un panneau, et les gens dans la rue s'arrêtaient en disant mais c'est David Lynch, mais qu'est-ce qu'il fait? Il faisait sa campagne Oscar avec une vache au milieu du Hollywood Boulevard quand même. Il avait un amour pour elle et enfin, c'est très beau quoi, l'entendre parler de lui en tout cas. Et Calypso et Fabrice, qu'est-ce que vous retenez de Lynch finalement en voyant ces images ou... J'avais jamais vu cet extrait, c'est super de le voir, c'est fascinant de le voir travailler, c'est très émouvant. Et c'est aussi très émouvant de voir diriger des comédiens de l'expérience de Laura Dern et Kyle MacLachlan, qu'il connaît depuis 25 ans et qu'il écoute comme si c'était sur Blue Velvet, parce qu'on a l'impression que c'est deux ados qui écoutent ce que le metteur en scène leur demande de faire, et il y a une confiance mutuelle. Et puis c'est beau. Enfin, je trouve ça très émouvant de le voir avoir des images en tête, presque fermer les yeux et d'imaginer les choses et de les raconter à l'équipe derrière. C'est vraiment un truc parfois un peu intimidant que moi j'évite peut-être de faire, de parler devant l'équipe comme ça. Et l'équipe, on a l'impression qu'ils sont très heureux d'être là. Enfin, ils sont au spectacle. Ils le regardent en train de créer en fait des plans et de créer une mise en scène comme ça. Inspiré par une inspiration qui aura toujours été là et cette scène je remets une couche sur la saison 3 pour ceux qui l'ont pas vue, mais elle est magnifique dans la série. Et le moment où elle arrive, elle est hyper surprenante et c'est très beau. Non, mais c'est très très émouvant de le voir travailler, je trouve. Et c'est ce que j'allais dire, ce qui est incroyable, c'est de voir le résultat. Et c'était avant qu'on choisisse les extraits, c'était un des extraits que j'avais mis parce que... Oh, pardon. Non, rien, je disais ouais. Et en fait, parce que moi, je voulais un moment où il y a de la musique, et cette scène qui est incroyable, enfin, de toute façon... La scène dont il est question là, elle est vers la fin de Twin Peaks, Ouais. C'est une scène d'amour. C'est une scène d'amour, et déjà, je trouve que les scènes d'amour, c'est très dur de les réussir. Enfin, je trouve, moi, en tant que spectateur, c'est rare, les scènes d'amour qui me plaisent, et je trouve que David Lynch est très fort, moi notamment, enfin, je sais qu'on ne doit pas trop s'éloigner de Twin Peaks, mais la scène de Lost Highway, enfin... Bref, la scène d'amour avec les phares dans le désert, les phares, la musique, This Mortal Coil, et qui tout à coup switch, pareil, un basculement harmonique mais terrible, où on a l'impression en fait que quelque part on se sent mal, et en fait parce qu'on sait que le personnage il va quelque part de trop dangereux, et la musique l'insinue. Enfin, c'est magnifique. Moi, c'est une de mes scènes d'amour préférées. Et donc cette scène de Twin Peaks entre Laura et Kyle MacLachlan, c'était parmi les extraits que j'avais choisis, et notamment du fait de la musique qui accompagnait cette scène. Donc la scène est sublime, c'est une musique des années 50, de Platters, et c'est vrai que c'est assez inhabituel d'avoir ce type de musique pour une scène de sexe. Et voilà, bon, elle était dans ma shortlist, mais finalement, on ne l'a pas retenue. Mais quelque part, de voir le behind the scenes, c'est incroyable. On arrive au bout. Marine, vous vouliez rajouter quelque chose? Ça sera la conclusion. Pardon? Pression. Vous vouliez dire quelque chose par rapport à tout ça? Parce que sinon... Toi, tu l'as vu travailler, David Lynch? Oui, j'ai vu travailler. J'ai vu là, on voit un peu imaginer des choses, mais c'était pareil parce que moi, j'étais dans l'endroit, la fameuse pièce dans Twin Peaks, la pièce avec ce rideau rouge et le carrelage comme ça. Et donc, il y avait un monsieur de petite taille qui était là dans l'épisode. Et c'est vrai qu'il improvisait pas mal. Alors, les assistants venaient le voir, on fait quoi maintenant? Alors, on va le filmer. Alors, l'acteur, il lui demandait un truc très drôle. C'était pas de psychologie, toujours jamais. Donc, c'était genre, tu marches en crabe. Et alors, tu vas vers le rideau. Et là, tu marches comme si tu marchais sur des œufs. Et il ne faut pas que tu en aies cassé un seul quand tu es arrivé au bout de la pièce. Donc, tu avais l'acteur qui était... Et en fait, un autre metteur en scène aurait dit, tu as très peur d'aller voir ce que tu vas trouver derrière ce rideau, qu'il fascinait, ce rideau rouge, qu'il adorait, qu'il trouvait absolument somptueux. Il disait, un rideau, c'est fantastique parce que tout est derrière un rideau. On peut tout imaginer. Il suffit même d'un coup de vent et de se demander s'il y a une présence. Et donc, il lui expliquait des choses extrêmement concrètes. Et c'est assez connu, il y a un acteur dans Lost Highway aussi, je crois, dans ce qu'il a tourné dans sa maison, c'était... Lost Highway, oui. Lost Highway, qui disait qu'un jeune acteur qui avait une scène avec son père,
Et ils n'arrivaient pas. Ils ont fait 17 prises, ils n'arrivaient pas à la faire. Et ce que faisait Lynch en général, quand c'était comme ça, comme tu as dû le faire, quand tu es au bord de la pause déjeuner, tu fais bon, allez, on va déjeuner, on pose et en revenant, on y arrivera. Donc l'acteur était mortifié dans sa caravane, en disant j'arrive pas, ce que veut Monsieur Lynch, je n'arrive pas du tout. Et donc Lynch lui a fait passer un message en disant quand tu reviens, tu t'assois en face de ton père, tu imagines qu'il y a un petit oiseau-mouche qui volait au-dessus de sa tête comme ça. Donc tu es absolument fasciné. Ou alors, quelle tête t'as fait quand tu étais enfant et que tu as vu pour la première fois le feu? Donc c'est quand même 2 indications assez spéciales. Et le jeune homme est revenu, s'est assis devant son père dans cette scène de repas, et il l'a fait. Enfin, il l'a fait, il y a eu une prise et c'était génial. Donc au lieu de dire « tu en veux à ton père, t'en peux plus, il t'empêche de vivre, tu comprends pas ce qu'il dit », il parle d'un oiseau-mouche. Enfin, c'est extraordinaire. Donc il avait vraiment une façon très particulière de travailler. Bon, que moi, j'ai jamais rencontré, en tout cas comme actrice. Je fais pas mal de films dans ma vie, on m'a jamais dirigée comme ça, en tout cas. Bon, merci beaucoup. J'espère que tout ça vous a donné envie de voir ou revoir Twin Peaks et le travail de David Lynch. Merci Marine, merci Calypso, et merci Fabrice. Et je vous souhaite une très bonne soirée à toutes et à tous. Merci, vous avez été très à l'écoute. Hein.